Ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va très bien. Euh, je voulais te montrer une vidéo, te faire un peu une réaction en direct sur une vidéo que j'ai découverte récemment et qui m'a fait pas mal réfléchir. Et ça m'intriguait d'avoir ton avis à ce sujet. Et donc pour le contexte, c'est ce fameux, le plus gros podcaster du monde, Joe Rogan, qui recevait il y a 6 7 ans un réalisateur anglais qui s'appelle Guy Ritchie. Je sais pas si tu le connais un peu. Oui, il est Il- connu aussi parce que c'est l'ancien mari de Madonna, je pense, hein. Voilà, exactement. C'est l'ancien mari de Madonna au début des années 2000. Et puis il a fait notamment un film que je connais bien qui s'appelle Snatch, c'était je crois en 2002. Oui. Et puis il a fait C'est un Gentleman. c'est un bon réalisateur, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, il a fait plus récemment d'autres films que je connais moins. J'avoue que je connaissais son film, mais je le connaissais pas lui avant de regarder ça. Et, euh, Et voilà, donc ce que je propose de faire, c'est que je lance la vidéo et puis tu m'arrêtes quand tu as des réactions, voilà, ou bien si tu veux tout regarder et puis la re-regarder ensuite et réagir au fur et à mesure, tu me dis. Vas-y. Oh, freak bitches. I'm getting fascinated by the way your brain works because for you, it's important that the person want to wear the suit, and I have a feeling that that's symbolic of how you feel about life itself. Like the person has to want to be doing what they're doing. They have to want to wear that suit. It has to be an authentic gesture. Um, did you ever read a book called Extreme Ownership, written by a couple of Navy SEAls? That's Jocko Willink, right? No, that's I think it is. Is it? Is it Yep. Jocko's book? Yeah. Yeah, it Yeah, is. I've had Jocko on the show a bunch of times. Important book. Well, I've had him on once before. What am I talking about? A bunch of times. Right. I've had him once, but But it's an talked to him a important lot. book. Yes. Right. Now, there's lots of books that I've picked up on this theme, but they were very eloquent about it. If you don't own something, you're not the boss. You have to take full responsibility for everything that you do. Why be subservient? You must be the master of your own kingdom. I feel you. Makes a lot of sense. You've got to own that. You can't just walk into things with your eyes half open. You got to walk into things with your eyes fully open. You got to know what you're getting into. You have to take possession of your life. Is this a thought process that you have to constantly reaffirm, or is this cemented in it's your exactly head? that. It's exactly that. You drift on this point, Right. and it is whatever form of meditation or mantra that you decide to espouse. There needs to be some period in your day where you remember that there's a world out there trying to tell you who you are, and there's a world in here that's trying to tell you who you are. Now, where do you want to put your eggs? Because the world outside is very noisy and very tempting, and it has all the razzmatazz, has all the tinsel and all the glitter. It's got all the toys. But that's because you don't think you're enough in the first place. Ah. If you don't think you're enough in the first place, the whole idea of the world to sell you stuff is, first of all, they have to make you feel bad about yourself, less than in some way. And I don't resent this system, by the way. It is the system. But what's the expression about don't hate the player, hate the game. Don't hate the game. Love the game because you're in it, mate. So own the game, accept the rules, and move on into the rules. So the world will try and tell you who you are, and you have to tell yourself who you are. And there's this ongoing battle. And somehow there needs to be a reconciliation between the two. But in the end, you've got to have all the eggs in your basket. There's also an ongoing internal battle, though, isn't there? There's the you that you want people to think you are, and there's the you who you are, and trying to figure out, like, how do I figure out who I am? Like, do I have a correct assumption of how the people are perceiving me and how I actually am objectively, or am I bullshitting the world with this suit and pocket square? Yeah, I would say it's exactly the scenario that we're talking about. There's essentially only two worlds. There's the inner world of energy and there's the outer world of energy. There's two identities. One's real, one's false. The external world is I'm asking you to tell me who I am. That's what we're all playing at. And as soon as you start playing that game, we run into all sorts of trouble. Call it the ego, call it whatever you want to call it.
But that's the dynamic that we're in. And somehow we have to give ourselves enough confidence to reassure ourselves that we are enough. However, I enter the game because I've got to move on in the world. I've got to crack on in the world. And I know there's loads of temptations that can come along the way. So I will own the suit. I'm going to wear the suit, but I'm going to own the suit. Now, I don't mean by paying for it. I mean by owning it. It's now my suit. It's my idea to put on this suit. I have to personalize it in some way. I have to understand a narrative that allows me to own that suit. And thereby, I put on my suit of armor and I come out into the world. And guess what? I'm having a good time because I'm owning the suit. Now, this is a very rock solid philosophy. Is this something you've ever written down? It's what the essence of narrative. I'm a storyteller. The essence of narrative is only about this dynamic. There is nothing else in a story other than this dynamic. So the struggle between other people's perceptions and your own wants and desires and who you truly are, your significant real self. That's it. That's all there is. You tell me a story that we engaged in that's famous, that's not about this journey. I'll give you an example. The Prodigal Son. Parable, Christian, seems religious, doesn't really make much sense. Do you know the story? Sure, but why don't you lay it out? So there's a father. He has two sons, an older son, a younger son. And he says to them, who wants to spend their inheritance? The younger son says, me, Dad, I'll go and spend it. And the younger son takes all the dough and he runs off and sniffs coke off strippers' tits for a number of years until he realizes this is getting pretty boring and I'm in a lot of trouble. He ends up throwing food to pigs. That's his job. And he can't even eat the food that he gives to the pigs, at which point he says, Dad, will you take me back? Dad then they don't meet. This somehow happens, not through telephones. It just happens. At which point Dad goes to the fatted calf, says, kill the fatted calf. Older son says, hold on, Dad, what's going on? I've stayed with you since the beginning. I've been loyal to you. And I hear the stories of my younger brother coming back, who's been sniffing coke off strippers' tits for the last God knows how many years. And you're prepared to kill the fatted calf. What's the SP, Dad? I want to know the story. He says, you're all right, son. Don't worry about that. You take a little step to the side. You'll always be with me. You're a good boy. At which point he goes out to meet the prodigal son, the wasteful son. The wasteful son returns and he says, you were lost and now you're found. That's the end of the story. It's quite hard to make sense of that in a literal sense. You go, oh, Dad was a bit unfair and you should have been kind to the older son because he never ran off and did anything. But the essence of the story is that you are the father. You are enough. Your older son is your intellect. He says, oh, don't do this, don't do that. He's trying to reconcile, make sense of a prosaic and material world. The younger son, being the wild, feral entity that he is, wants to go out in the world and find out what it's all about. So in his recklessness and sense of adventure, he finds that he can't escape himself. So he has to return to himself. And at which point, he has to accept who he is. At which point, the intellect is left out of the equation pretty much as the older brother, because he can't understand the significance of the journey of the wasteful brother. In the end, you have to leave yourself to understand the value of yourself. You have to lose stuff before you realize that all the stuff that you're losing is ephemeral and transitory. It's not yours. You're enough. You're always enough. But you've got to somehow prostitute yourself before you realize your own value. That is the essence of all stories. That's deep, Guy Ritchie. Is that something you think about all the time? Or is this like a cemented philosophy? So, King Arthur, the story Okay. we just made. A man is a king, has a son. The son, the father runs into a bit of aggro. The son jumps into a little boat, a little skillet, and he's not skillet. That's what you cook your chops on, isn't it? Yeah. Skiff, a little skiff. The skiff takes off down the river. He gets found by prostitutes. He's brought up in a brothel. He understands the ways of the street.
he becomes a king on the street. He works his way out the different ladders, and then he pulls a sword from a stone at a certain point in his life, a certain point of evolution, and then from there he goes on to be the king. There's a bit of a tussle all along the way, lots of wrestling matches. In the end, he fights down his demons and he becomes the king. So what's the significance of this narrative? That every man in himself is aristocratic, that he is his own king. He takes a sojourn into the material world, has to climb up all the different rungs on the ladder, and ultimately has to return to himself. The significance of the extraction from the sword from the stone is the stone is the material world. The material world, which seems all solid because it controls you whilst you're projecting your sense of identity upon it. The extraction of the stone is taking back your own authority, your own divinity, your own authority, your own identity, whatever it is that you've got to call it, your own power. You're no longer looking for a sense of self outside of yourself. And then you have to face the demons that you've created in your history by facing them and fighting them and owning them. You put them in the face of who you are, and that's a wrestling match. You'd have to take away all these crutches, and that's all that we struggle from in life, is taking away our crutches. Oh, please tell me who I am. Oh, please give me a bit more money so other people think I'm clever. Oh, and then I'll have a nice car and people think I'm clever. You've got to take away all these crutches and stand as the man that you are, and you're liberated from your whole thing. That is the story of King Arthur. But it's not just the story of King Arthur, it's the story of all narrative. Do you think that most people that are watching the film are going to get that, though? They're just going to get an entertaining story. They're just going to see a bunch of cool stuff, some drama play out. But this is fascinating that you're operating so many levels underneath it. Yeah, but I'm a storyteller. It's my business. So if I'm in the business of story, I might as well understand story. And do you need to understand all that? I'm not sure if you do. Depends where you are on the ladder. So you can just go along, have a nice bit of entertainment. Good guy, bad guy. Everything's literal. There's nothing wrong with literalism. It is what it is. It's the game. You can glean what you can glean when you're ready to glean what you're ready to glean. Are you a Joseph Campbell fan? I am a Joseph Campbell fan, yeah. Yeah, that's a reoccurring theme in his work. The hero's journey. Yes, the hero's journey. This underlying sort of narrative that just really guides all stories and all ancient tales, and that there's something inherently human about them, important about these stories. They resonate with our wants and needs and goals, and even also maybe the structure that we really, truly need in our own life. Yeah, I mean, all stories from whatever period, I'm sympathetic to this particular, to Joseph Campbell's philosophy on this, but he's not the only one, right? Right. The weird thing about religion is religion has done to the spiritual significance of narrative what the businessman did to the suit. He's literalized it. He didn't realize that putting on a suit is putting on a suit of armor. He's putting on something that's rather spectacular. You're just doing it for convention. You're doing it for others. You're not doing it for you. And in our literal mind, we look at a narrative and we see the narrative for what we believe it to be, the exterior aspect of the narrative. So we see the world upside down. We're not actually interested in the essence of the narrative because we're so busy pandering after the approval of others. So everything that we see, every narrative that we listen to, every film that you see, you're not really interested in its soul. You're interested in its body because that's what we correspond to. It's fascinating that you're comparing it to Suits, because it resonates. Like when you think of a guy showing up for work or getting ready for work and he doesn't want to go and he's putting on this suit and it's just dredging through it and putting it on, or you think about a guy who's crisply tucking in his collars and putting on his cufflinks and tightening up his tie, and he feels empowered by the whole process of it. It's very appealing. Like if you see it in a film too, it's very exciting. This is a man of purpose. They did it in Mean Streets. I don't know if you remember. Yes. It was Harvey Keitel getting dressed to go out on a Friday night, and it affected a whole generation of people about the way they dress because he owned it. Yeah. I never really thought about that until this conversation. It's not because I wear suits occasionally, like very, very occasionally. But you've been robbed. I've been robbed. You've been robbed. There are so many aspects of life. Food for a long time got robbed from us, and we've slowly managed to claw that back. It's true. But clothes, really? You're a 45-year-old geezer and you're still dressing like an 18-year-old? What cuss is all that about?
Well, some people like to be comfortable, though, I get that, by the way. and they like that look. Comfortable. Your suit's comfortable? It's comfortable. Yeah. Yeah. You can get poured into this, completely deconstructed on the inside, made I've- by a chap called Brunello, knows what he's doing. So these are all handmade, It won't be handmade. tailored? No, I bought this off the shelf and I had Really? a couple of things tweaked, but it's as comfortable as a pair of pajamas. Really? Yeah. See, again, you have to broker a deal. You can't put on things that are uncomfortable because guess what happens in the morning? You're looking through your suits. You go, oh, I like that one, but I'm going to wear a comfortable one. Ah, so they all have to be comfortable. Well, otherwise you're not going to play the game, are you? Ah oui, il y a beaucoup de choses, mais je sais pas si j'ai quelque chose de très intéressant à dire. C'est Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi est-ce que tu veux me montrer ça? en fait, il y a plein d'idées, ça va dans beaucoup de sens, et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que finalement, ça ressemble un peu à un de ces films. Ou du moins, moi, quand j'ai regardé Snatch, j'ai vraiment eu cette impression qu'il y avait plein de choses, des explosions dans tous les sens, des rebondissements, et qu'il m'a fallu de le regarder plusieurs fois pour comprendre ce qu'il y avait. Et en regardant cette vidéo, à la fois le sujet me passionne, et à la fois je suis complètement largué par les différents niveaux, les différentes considérations. J'arrive pas à saisir cette idée de wear the suit, own the suit. C'est pas du tout si clair pour moi quelles sont les implications derrière. Et puis ce lien aussi qui est assez marquant entre la religion et les récits qui sont la même chose enfin, une analogie du businessman et du costume, de l'homme d'affaires et du costume. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments très différents que j'arrive pas vraiment à rassembler. J'arrive pas vraiment à arriver à comprendre en fait le fond de la pensée et savoir même si ça a du sens. Et ça m'intriguait de savoir ce que toi tu comprenais, ce que toi tu voyais. Si c'est une vision à laquelle d'ailleurs tu adhères ou plutôt pas, etc. Alors il y a bon, c'est un langage du développement personnel. C'est Mhm. très développement personnel. Oui. C'est-à-dire que ce sont des conseils psychologiques. Alors c'est pas de la psychologie très sérieuse parce que il y a rien de, il y a pas il fait pas référence à des études, la science, à des principes. Donc c'est un peu du développement personnel pour marcher. Mais bon, c'est pas son métier. Il a incorporé des idées qui sont intéressantes. Il y a plein de choses qui sont belles et vraies dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, en gros, qu'il faut être il faut être le maître de son destin, même si ça implique non pas de plier le monde à ta personne, mais à accepter une certaine, enfin, de lâcher prise sur certains aspects. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, hein, parce qu'il est plus subtil que simplement, voilà, tu dois être le maître, tu dois posséder ta vie. Or, si enfin, j'espère qu'il est plus subtil que ce qu'il dit. Il faudrait que je réécoute pour voir les éventuelles subtilités qui peuvent échapper à Jean Discours. Je dirais que certainement ce que dit Guy Ritchie ne veut pas dire ce que la caricature que je vais en faire maintenant. La caricature, c'est que je dois posséder ma vie, tu sais, à la Andrew Tate. Mhm. Je suis le maître de mon destin. Si je fais ce qui est nécessaire, le destin, la vie, tout est accessible. Dans l'évangile, il cite l'évangile, hein, il cite la parabole de l'enfant du fils prodigue. Il oublie de dire, enfin il oublie une autre parole dans l'évangile, c'est qui veut garder sa vie, la perdra, et qui perd sa vie, la gagnera. Et donc il y a
En fait, il y a quelque chose qui me gêne dans ce qu'il raconte, qui n'est probablement pas vrai, parce que ça ne satisfait pas ça ne satisfait pas ça ne permet pas d'expliquer l'échec, la douleur, les catastrophes qu'il y a dans la vie, ce genre de philosophie. À moins d'étendre ce qu'il entend par posséder le costume, c'est-à-dire être le maître de son destin, en allant jusqu'à l'abandon de sa propre vie. L'abandon de sa propre vie, ça peut être mourir pour quelqu'un, ça peut être accepter les malheurs, les accepter. Alors, on n'est pas censé accepter ces malheurs. Job, dans l'Ancien Testament, le sujet de la douleur, de la souffrance est abordé dans le livre de Job, et dans le livre de Job, Job se révolte contre les injustices et les malheurs qui lui arrivent. C'est pas une morale de l'esclave. C'est une morale de l'homme libre qui se révolte, qui ne comprend pas les injustices, qui va regarder ce qu'il a fait de mal pour mériter éventuellement ces injustices, mais il y a un moment où, au fond, il ne les mérite pas. Et l'explication, donner du sens à ce genre d'événements qui arrivent de toute façon, c'est-à-dire la douleur, la souffrance, la mort, je ne suis pas sûr que ce que dit Guy Ritchie soit capable d'en rendre raison, d'y donner un sens. Et donc je trouve que c'est peut-être un peu superficiel, enfin au fond c'est un peu superficiel. Au fond, son note est un peu superficielle, même s'il y a beaucoup de choses brillantes qu'il dit. L'interprétation qu'il fait du fils prodigue, c'est une interprétation intéressante. C'est pas du tout le fond de la parabole. Hein. La parabole du fils prodigue, c'est pas le trajet de l'âme. Enfin, disons que ça peut être une interprétation morale, psychologisante, qui est tout à fait valable, mais c'est pas le sens le plus profond. Le sens le plus profond, c'est Dieu le Père qui perd l'humanité, enfin qui réaccueille l'humanité qui s'est éloignée de lui. Et puis les hommes qui sont restés près de lui se scandalisent. Alors, dans la bouche de Jésus qui raconte la parabole, il doit penser aux Juifs, aux pharisiens, disons, qui se scandalisent, les pharisiens qui sont le fils prodigue, mais enfin, nous on est tous des fils prodigues. Le fils aîné qui se scandalise que le père fasse bon accueil au fils prodigue qui est tout foutu en l'air. Et donc ça c'est le fond de cette histoire. Et donc quand Guy Ritchie passe ensuite en disant la religion, et par religion il entend sans doute les institutions religieuses, à détourner les récits, l'outil des récits pour en faire quelque chose d'artificiel, enfin comme le businessman revêt le costume en le rendant, enfin par devoir, pour porter un masque, alors que le but du costume c'est d'être au service de l'homme et pas l'homme de servir le costume. Eh bien, ce qu'il raconte sur les religions, je trouve que c'est une bonne critique de la religion lorsqu'une religion tombe là-dedans, et ça arrive, et ça arrive très souvent. C'est une perversion, c'est une perversion d'un bon principe. Et lui, je soupçonne qu'il soit en train de rejeter le principe à cause de la perversion. Ce qui est toujours une critique éternelle des religions, des églises, des cultes organisés. Voilà, ce sont les pensées première pensée que m'inspire cette vidéo, mais il faudrait que je la réécoute pour retrouver sans doute des subtilités que disait Guy Ritchie, parce que je préfère sauver ce qu'il essaie de dire, mais je détecte derrière un problème. Tu vois, et Joe Rogan, il aurait dû dire, ok, très bien, you have to own the suit, donc tu dois être le maître de ton costume, enfin tu revêts un costume comme un chevalier revêt une armure, parce que tu vas au combat, parce que tu vas être beau, puissant, et tu es un homme digne, un homme mûr, et ça évidemment, là, à un moment on a souri tous les deux, je pense, c'est quand il parlait d'un sujet qu'on a abordé dans une autre émission, dans une autre conversation, à propos des vêtements et des adultes qui s'habillent comme des enfants. Et donc ça c'est évidemment très vrai.
Joe Rogan aurait dû dire oui, mais parfois le costume est déchiré, tu te retrouves tout nu, quelqu'un t'arrache ton costume, et comment tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Tu peux pas casser la gueule au destin, hein, au destin. Le destin, les injustices, c'est le coup du sort. Comment est-ce que tu fais face à ces coups du sort? Et tu dirais pas que ces aléas de l'existence, ils sont un peu intégrés dans cette idée du rite, enfin pas du rite, mais des aventures que vivent le héros. Enfin, je suis conscient qu'on est sur deux niveaux un peu différents, hein. Je vois pas vraiment le lien entre les aventures du héros et donc les défis auxquels il est confronté. Et puis derrière, le lien avec le fait de posséder le costume. Parce que j'ai l'impression que la possession du costume, elle intervient plutôt à la fin, quand il y a eu la résolution de cette aventure du héros. Pas... Oui, ouais, t'as raison. Il y a sans doute un lien logique qui nous échappe, parce que je pense que Guy Ritchie est quelqu'un de très intelligent, plus intelligent que nous, et donc il doit avoir une cohérence, et peut-être qu'il a un cerveau qui va très vite et qui va un peu trop vite pour Alors nous, et voilà, qui saute des liens logiques. moi depuis que j'ai regardé cette vidéo, et je l'ai regardée plusieurs fois, je suis un peu comme Joe Rogan dans la vidéo, je suis un peu paumé, j'essaie de m'accrocher à des trucs, mais surtout, je suis toujours pas certain. Enfin, toi tu vas plutôt dans le sens que son discours, en fait, il est un peu confus de façon volontaire, de façon à ce qu'on ne voit pas les faiblesses de l'argumentation. Ah non, 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 Ah ah non, bon? je pense pas ça. Parce qu'en Non, fait, non, je pense que... il fonctionne beaucoup par un- insinuation et puis sans dire les choses. Et je trouve que ça rend aussi un peu plus difficile le fait de suivre. Alors, pour être tout à fait clair, je ne pense pas que Guy Ritchie soit en train de nous baratiner. Ça pourrait être le cas, hein. Mais a priori, je vais penser qu'il ne nous baratine Mhm. pas. Je vais lui donner le bénéfice du doute, et j'ai plutôt tendance à penser qu'il va très très vite, et qu'il y a des liens logiques dans son exposé qu'il a sauté parce que pour lui c'est évident et pour nous ça ne l'est pas, Oui. malheureusement. Et donc l'auditeur ne suit pas tout à fait et a l'impression d'être embrouillé. Alors, on peut penser qu'il essaye de nous embrouiller, ou on peut penser que la pensée, et moi je penche plutôt de ce côté-là, Ok. que sa pensée est tellement complexe qu'il faudrait il aille un peu moins vite pour nous. Et donc, voilà, c'est ça, et donc c'est pour ça qu'il faut. Mais toi, tu l'as réécouté plusieurs fois, et ces liens logiques ne te sont pas apparus. Non, c'est pas beaucoup plus que ça, en fait. Ça reste pour moi quelque chose enfin, beaucoup de choses qui sont couvertes en 15 minutes et à la fois, effectivement, j'ai un peu l'impression d'entendre une analyse de Jordan Peterson sur justement des histoires qu'on connaît, et d'essayer je veux pas dire les dépoussiérer, mais de leur donner un nouveau sens. Et à la fois, je saisis pas tout à fait le fond. Ouais, c'est vraiment un peu une énigme, mais à la fois, j'apprécie parce que je trouve qu'il y a des... Oui, je suis peut-être soumis, enfin, je tombe un peu peut-être dans le piège du développement personnel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à me plaire, alors que je suis conscient que ça n'a pas tellement de valeur euh, intellectuelle. Mais je sais pas, souvent je me méfie de ces expressions comme qui sonnent bien, you need to own the suit, Ouais. sans qu'on puisse vraiment les exprimer derrière ça. Ça ressemble plus en fait à un slogan que vraiment à quelque chose qui a du sens. Oui, Ça m'a oui, c'est pour ça que interpellé. moi j'ai tout de suite dit que c'était du développement personnel, parce qu'il utilise un slogan comme ça. Et je pense que alors Jordan Peterson utilise aussi parfois des slogans, clean up your room, etc. Mais je pense qu'ils sont plus solides Bah, que Own the Suit, qu'il a ouais. vraiment
c'est vraiment une image à laquelle on n'est pas habitué. Mais c'est un peu confus. Il y a des idées intéressantes, hein, mais c'est. Mais si on prend le cas Je trouve que ça manque un peu de profondeur, je pense. Hein. Si on prend le cas de Guy Ritchie lui-même, pourquoi est-ce qu'il porte un costume et pourquoi est-ce qu'il et qu'est-ce qui dans son existence, tu dirais, fait qu'il le possède au sens de justement son expression, plus que quelqu'un d'autre qui serait obligé de le porter. Bah, c'est un gars qui a. Alors, je ne connais pas bien son histoire, mais j'entends son accent anglais populaire. Oui. Donc, je pense qu'il vient. En fait, c'est un peu comme si tu avais un grand réalisateur français qui parlait avec l'accent ch'ti, quoi. C'est un peu ça, hein, Guy Ritchie. Oui. Ou un accent toulousain très prononcé. Enfin, et donc, il est de milieu populaire. Il n'a pas eu le langage policé par un passage à l'université ou anglaise. Et donc, il a dû avoir une carrière qu'il a faite lui-même, quoi. C'est un self-made man, probablement. Donc, il a dû. Il doit être l'auteur de sa réussite. Là, très largement, on ne l'a jamais tout à fait, hein, parce qu'il y a le hasard et puis des aides, les choix qu'on fait des entourages. Mais bon, et puis, il y a un tout petit détail au sujet de l'Angleterre, c'est qu'il y a quand même une forte tendance à je ne vais pas dire à localiser, mais à essayer de perdre les marques de la bourgeoisie, en fait, chez les alors, lui, il a quand même plus de 50 ans, mais je pense qu'à partir de sa génération, c'était déjà le cas. Que même si, il n'est pas exclu que même si lui, il est de bonne extraction, en fait, il s'amuse, enfin, il accentue son côté pour être plus, son côté populaire Non, pour être plus. pas pour moi. C'est pas mon expérience de l'Angleterre. En Italie, en Allemagne, oui. Mais en Angleterre, non. En Angleterre, c'est comme en France. Il y a un bon accent et il y a un mauvais accent. En fait, tu le remarques aussi en fait en Angleterre avec les politiciens, les publicités aussi. Pour inspirer la confiance des gens dans les publicités, on n'utilise pas quelqu'un. D'ailleurs, finalement, en France, c'est un peu pareil. Tu vois, les publicités de la Maïf ou des choses comme ça. Pour que ça soit plus sympathique, plus crédible, plutôt que d'utiliser un accent de bourgeois, ils vont utiliser un accent du sud. Et pareil en Angleterre, des accents du nord de l'Angleterre. C'est une marque. En fait, il y a eu un peu une défiance des classes populaires vis-à-vis des élites qui ont fait que c'est moins bien vu d'avoir cet accent. Alors, ça peut peut-être servir dans certains cas, mais quand on est un homme politique et autres. Et d'ailleurs, si tu regardes des analyses des accents qu'avait la reine par rapport à maintenant le roi Charles et puis les enfants, il y a une évolution, il y a une américanisation déjà, mais aussi en fait, Ouais. il parle je sais plus comment on appelle, mais c'est l'anglais du sud de Received l'Angleterre. pronunciation. Non, justement, non. RP. Alors, RP. oui, alors ça, c'était l'anglais de la BBC et de la Non. reine. Non. Le Le RP. RP, c'est pas l'accent de la reine. Bon, enfin, c'est l'accent duquel elle était supposée s'approcher jusqu'à ce qu'elle reçoive des cours. Mais c'était plutôt ça. Et les enfants, donc William et Harry, ils parlent ce qu'on appelle le Southern Common English ou quelque chose comme ça, qui est en fait l'accent du sud, avec de l'Angleterre, avec notamment cette caractéristique de sauter les T. Donc par exemple, c'est pas better, c'est ba'a. Et tout un tas de caractéristiques qui font que c'est moins snob de parler ça que de parler le vrai RP, enfin le vrai Received Pronunciation. Et ils le font exprès de parler plutôt comme ça, pour justement être un peu plus cool, un peu plus facile d'approche. Je sais pas Bon, si- en tout cas, ouais. dans le cas de Guy Ritchie, pourquoi Oui. est-ce qu'il possède le costume? C'est qu'il a dû
il a dû être très largement l'auteur de sa propre réussite. C'est pas un héritier, je pense pas que ce soit un héritier. Dans le milieu de l'art en général et du cinéma en particulier, ben, c'est extrêmement concurrentiel. Oui. Et lui, il a réussi à se faire un nom et à réussir, et puis à épouser une des femmes les plus célèbres du monde, bon, temporairement. Et puis, et donc, Oui, c'est vrai. il peut s'affirmer, de cette manière-là et parler, et puis de façon très, et puis, et puis faire remarquer à Joe Rogan qu'il est habillé comme un garçon de 16 ans, quoi. Oui. Ça, je crois que en fait c'est parce que je crois que c'est une petite pique parce que quelques minutes plus tôt Joe Rogan lui dit parler de sa cravate et sa pochette aussi d'un air un peu moqueur. Et donc mais oui c'est clair que d'ailleurs j'ai découvert une idée intéressante au sujet de cette manière de s'habiller comme les enfants. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et en fait, le raisonnement derrière, c'est que les vêtements d'enfants, il y a 50, un peu plus de 50 ans, ça n'existait pas. Les enfants s'habillaient comme des adultes. Donc il n'y avait pas vraiment de... Alors parfois peut-être ils mettaient un peu plus de culottes courtes, mais de façon générale, il n'y avait pas vraiment de distinction. Et donc, il n'y avait pas vraiment cette question de s'habiller comme un enfant n'avait pas vraiment de sens. Aujourd'hui, ça l'est devenu avec cette émergence du streetwear, comme on dit. Et puis, et je vais pas dire que je suis en train de revenir sur cette théorie, que je trouve ça moins crédible aujourd'hui de dire ah mais en fait tu t'habilles comme un enfant et que c'est ça la vraie raison de s'habiller mieux. Je suis en train d'un peu revenir de ça parce que je commence à voir un peu les faiblesses, mais je suis quand même très curieux de savoir à quoi va ressembler l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite d'âge à partir de laquelle ça devient compliqué de porter certains vêtements. Alors peut-être qu'elle va reculer ou que les catégories de vêtements qui sont entre guillemets pas acceptées ou bannies vont se réduire avec les générations, enfin vont progresser, c'est-à-dire que de plus en plus on va accepter que des gens de 80 ans portent des tennis, etc. Mais j'ai vraiment de la peine à savoir dans quelle direction ça va aller. Enfin en tout cas pour moi le retour à l'élégance qu'on a vu après le coronavirus, comme toi, je pense que ça va pas être durable. En fait, je le vois, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est terminé en fait. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce que Guy Ritchie disait à propos de son costume. Et je viens de me enfin, je viens de prendre livraison plutôt d'un costume que je me suis fait faire qui n'a pas de doublure, qui n'a Oui. pas d'épaule. Et j'ai plusieurs vestes comme ça. Et j'avoue que c'est très agréable. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est ce qu'il a l'air de porter, hein. Il n'a pas du tout de rembourrage sur les épaules. Enfin, c'est vraiment très agréable de porter des costumes qu'on appelle déstructurés. Oui. Mais en C'est un fait, petit peu plus cher que que les costumes doublés, rembourrés, parce qu'il y a plus de tissu, il y a un peu plus de travail plus de couture pour le tailleur. Mais c'est vraiment d'un confort incomparable, quoi. C'est comme une chemise, hein. mais en fait, pour moi, c'est ça aussi qui me fait entre guillemets désespérer. C'est que moi aussi je suis pris dans cette tendance de trouver que c'est mieux de porter donc un costume milanais comme on les appelle puisque c'est le style milanais et euh, et en fait inéluctablement c'est plus décontracté que justement les costumes un peu armure qu'il y avait avant et pour moi c'est plus ralentir la disparition ou disons du costume qu'autre chose en fait. C'est une tendance et donc tu vois toi-même t'es pris dedans, moi-même je suis pris dedans. Et donc de plus avoir de rembourrage fort dans les épaules, de plus avoir de doublure. En gros, on se d'ailleurs ils appellent ça
je crois, la manière de faire ses épaules qui sont avec des... Enfin, là, on le voit. Camicia, Voilà, la c'est chemise. comme une chemise, exactement. C'est pas la camicia. Alors, Et- c'est pas le cas de mon costume, mais Ah, c'est pas le cas, ok. Mais la plupart du temps, c'est aussi ça. Et en fait, on finit par porter une surchemise, hein. Plus vraiment un costume en tant que tel. Et, euh, et donc là aussi, je oui, trouve, si tu veux, ouais. ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train ne serait-ce que le fait d'insister sur le confort. Certes, je veux bien croire que, enfin, oui, je sais que un costume qui est fait sur mesure est généralement plus confortable. Mais il faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. Ça reste quand même plus contraignant à beaucoup d'égards. Et puis surtout, ça n'a jamais été une considération par le passé, en fait, le confort. Quand on portait des perruques, quand les femmes portaient des corsets, etc. C'est jamais rentré en ligne de compte. Et je trouve qu'à partir du moment où ça rentre en ligne de compte, cette question du confort avant Alors, tout. c'est pas le confort, enfin, entendons le confort, si je voulais vraiment être le confort, ben, non, non, c'est le fait que c'est you own the suit, là au sens propre. C'est-à-dire que le costume te va parfaitement et il se colle. Alors, il se trouve que j'ai des épaules plutôt larges, donc je peux me permettre de porter des trucs comme ça. Mhm. Tout bon, voilà, si quelqu'un a les épaules étroites, ça serait ridicule. Donc je peux me passer de padding, enfin, De rembourrage, ouais. d'épaulettes assez facilement. Euh, et c'est pour ça que je le fais aussi. Mais vraiment, c'est un costume qui coule sur toi et qui en plus a beaucoup d'allure. Hein, parce que ça donne beaucoup de. Voilà, c'est une armure. Hein. En plus, c'est un costume, donc je porte avec une cravate. C'est pas une veste simplement. Euh, mais oui, tu as raison, je vois ce que tu veux dire. Le costume traditionnel, doublé avec des épaules un peu rigides, un peu plus raides, ça, c'est plus solennel. Oui, mais Mhm. j'abandonnerai jamais des costumes comme ça. Mais Non, mais je veux dire que enfin, civilisationnellement ou culturellement en Occident, il y a cette tendance en fait à aller à perdre donc cette structure, cette rigueur. Et je vois pas de retour en arrière pour l'instant. Et je serais surpris qu'il y en ait un. C'est ça que je voulais dire dans tout à coup cette explosion des costumes milanais. Enfin, moi, j'ignorais justement enfin, je savais que c'était plus cher que les autres. Je me disais que c'était probablement que du marketing, vu que les Italiens sont des spécialistes de vendre des choses beaucoup plus chères que ce elles le valent, que ce soit leur vin, leurs plats et à peu près tout. Enfin, c'est un scandale. Euh, et les Quitons, donc le roi du prêt-à-porter napolitain. Pourquoi d'ailleurs je parlais de costume milanais? Non, depuis le début. C'est le c'est moi qui napolitain hein, que ai. je voulais dire. Ouais, tu Milanais, Oui, oui. non, non, Enfin, mais je suis complète, pas du tout. Oui, excusez-moi. C'est donc dans le sud de l'Italie, hein, évidemment napolitain, pas du tout milanais. Et donc justement quelque chose qui, je crois, à l'époque n'était pas du tout apprécié, puisqu'on justement on prenait plutôt en compte les tailleurs romains ou milanais. Donc maintenant, c'est pardon, le règne donc des Napolitains. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cesare Attolini aussi, et d'autres comme ça qui vendent pour des fortunes des costumes absolument hyper simples, même sans doublure. Il y a moins de tissu. Et donc, Alors, il y a plus de tissu, il y a plus de tissu. mais, Il y a plus de tissu, bon, parce que tu es ah, obligé ok, d'accord. les pans de la veste. Ok. Il y a plus du tissu lui-même, la doublure, ça coûte rien. Ah oui, ok. Mais hmm, Si, tu non, mais regarderas, je te ferai oui, ok, d'accord. Je pense que je vois un peu, mais alors ils disent que c'est un costume non doublé, mais il est quand il même n'y a pas de doublé. doublure, C'est ça. il n'y a pas de doublure, Mais il est quand même double épaisseur, forcément. alors, il est double épaisseur sur la moitié la moitié de la poitrine, tu vois. Ouais, ok. Il y a un rabat, Ok, le d'accord. rabat intérieur qui est assez grand, quoi. Hein. Il y a peut-être, je sais
pas, des 15 cm de tissu qui est en plus de chaque côté des pans de la veste. D'accord, ok, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Pour que ça soit un peu solide, parce que sinon ça ne tient pas. Ouais, donc, Il n'y a pas la doublure, il n'y a pas le feutre ou bien la toile. cette espèce de la toile, il n'y a pas de Oui, toile c'est- ou de feutre. Oui, il n'y a pas de toile entre il n'est pas les... entoilé. Il n'est pas Voilà, entoilé. c'est un crin de cheval souvent entre les deux épaisseurs pour donner cette structure. Oui. Mhm. Bien, ben, c'était très intéressant. Non, mais merci. Et puis à méditer. En tout cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, enfin, fait découvrir ce personnage ce Guy Ritchie que je ne connaissais pas et ses costumes de Brunello Cucinelli. Je regarderai à nouveau la vidéo. Très bien. Allez, salut. Salut, Ciao. bonne soirée.